Afrique 2026. Le grand basculement géopolitique économique. Introduction générale. Bienvenue à tous sur l'Info en clair. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier spécial. Un grand format pour prendre le temps de comprendre les mutations profondes, systémiques et irréversibles qui secouent le continent africain en ce mois d'avril 2026. Nous n'assistons plus à une simple évolution, mais à une véritable accélération de l'histoire. L'Afrique est en train de redessiner sa propre carte stratégique, loin des injonctions traditionnelles. Alors que les blocs géopolitiques mondiaux se recomposent dans un climat de tension extrême, l'Afrique choisit de dicter ses propres règles. Nous allons voir comment Madagascar et la Russie scellent aujourd'hui une alliance économique inédite, qui pourrait bien servir de modèle à de nombreuses autres nations du continent. Entre la création de monnaies alternatives pour échapper à la dictature du dollar, la quête d'une souveraineté industrielle totale et l'ouverture de nouveaux corridors touristiques et commerciaux, la grande île change de dimension. Mais attention, ce séisme géopolitique n'est pas un cas isolé. De la Zambie, qui prend des mesures radicales pour protéger sa population face à l'inflation énergétique mondiale, au Burkina Faso, qui redéfinit l'art de la guerre asymétrique pour reconquérir son territoire, jusqu'aux réformes constitutionnelles majeures au Cameroun, c'est l'ensemble de l'architecture politique et institutionnelle du continent qui se transforme sous nos yeux. Dans cette analyse approfondie, nous allons décortiquer les faits, lire entre les lignes des déclarations officielles, souvent très policées, et comprendre pourquoi cette année 2026 marque le point de non-retour pour l'influence occidentale, face à l'émergence décomplexée de nouveaux partenariats Sud-Sud et Est-Sud. Installez-vous confortablement. C'est le grand décryptage. Partie I, l'axe Antananarivo-Moscou. Bien plus qu'un simple commerce. 1. Le décryptage de la Chambre de commerce Russie-Madagascar. Commençons par l'océan Indien. L'inauguration de la Chambre de commerce Russie-Madagascar à la fin du mois de mars 2026 n'est pas un acte administratif ou protocolaire de plus. C'est un signal géopolitique fort envoyé aux marchés internationaux. Sous la présidence de Riana Nantnena Solo-Folala, également à la tête de la société Bemako, cette institution a vocation à devenir le hub central des investissements russes, non seulement pour Madagascar, mais potentiellement pour toute la région. Il faut replacer cet événement dans son contexte économique strict. L'an dernier, Madagascar n'exportait que pour environ 17 millions de dollars vers la Fédération de Russie. Une goutte d'eau, un chiffre dérisoire si on le compare aux milliards de dollars échangés avec la Chine, l'Union européenne ou les États-Unis. Mais l'objectif affiché de doubler, voire tripler ces échanges à très court terme, repose sur une stratégie de stricte complémentarité géopolitique. D'un côté, Madagascar a un besoin urgent de technologies lourdes, d'infrastructures et d'énergie à bas coût. De l'autre, une Russie sous sanctions occidentales a un besoin vital de trouver de nouveaux débouchés pour son industrie lourde et de s'assurer un accès direct aux matières premières agricoles et minières stratégiques. C'est un mariage de raisons, dicté par le pragmatisme absolu. L'arme monétaire, la convertibilité directe Ariari-rouble. C'est sans doute le point le plus technique, mais aussi le plus révolutionnaire de cet accord. Le président de la Chambre de commerce a publiquement évoqué la fin de la dépendance au dollar américain et à l'euro pour les transactions bilatérales entre Antananarivo et Moscou. Pourquoi cette annonce est-elle cruciale à l'échelle mondiale? Depuis plusieurs années, le système financier international, et particulièrement le réseau SWIFT, a été utilisé comme une arme diplomatique par l'Occident. Les banques russes en sont largement exclues. En travaillant sur un système de paiement direct et sur la convertibilité entre l'ariari malgache et le rouble russe, les deux pays créent un corridor financier étanche. Ils sécurisent leurs échanges commerciaux contre toute ingérence, sanctions ou blocage extérieur. L'impact macroéconomique est immense. Pour Madagascar, cela permet de réduire drastiquement les frais de change et de protéger ses réserves de devises étrangères, les fameuses réserves en dollars, qui sont souvent fragiles. Pour la Russie, cela garantit un canal financier stable et opérationnel dans l'océan Indien, une zone d'influence très disputée. Souveraineté alimentaire et mécanisation agricole. La rupture avec le modèle colonial.
Lors de ces échanges, une marque a été citée avec insistance. MTZ, Minsk Tractor Works, le géant de la machinerie agricole. Ce n'est pas un détail commercial, c'est un symbole politique. Madagascar affirme ici sa volonté de ne plus être un simple importateur de denrées alimentaires de base, mais de devenir un mastodonte de la production agricole. La Russie et ses partenaires interviennent ici comme les fournisseurs exclusifs de la base industrielle de cette révolution. Tracteurs, engrais de haute qualité et semences résilientes. L'analyse de ces accords révèle une véritable volonté de rupture avec le modèle économique hérité de la colonisation. Pendant des décennies, Madagascar a exporté des produits agricoles à l'état brut, la vanille, le cacao, les litchis, les huiles essentielles, pour les faire transformer en Europe ou en Asie. Le nouveau paradigme imposé par Antananarivo est clair. Passer à la transformation locale. C'est l'unique moyen pour la grande île de capter la valeur ajoutée de ses propres ressources et de créer des emplois industriels pour une jeunesse de plus en plus nombreuse et exigeante. « 4. Énergie et infrastructure, les vrais nerfs de la guerre. Rappelons un chiffre qui explique tout. Actuellement, le taux d'accès à l'électricité à Madagascar stagne autour de 35%. Ce déficit énergétique abyssal est le principal goulot d'étranglement de l'économie malgache. Sans énergie, pas d'industrialisation. L'intérêt soudain de Madagascar pour le pétrole russe à prix réduit, ainsi que pour l'expertise hydroélectrique, voire nucléaire civile de Moscou, via Rosatom, est une question de survie nationale. Par ailleurs, ces nouveaux accords mentionnent le secteur minier et la construction d'infrastructures routières lourdes. Dans ces domaines, les entreprises russes affichent désormais leur ambition de venir directement concurrencer les géants d'État chinois, jusqu'ici en situation de quasi-monopole sur l'île. Madagascar se retrouve donc dans une position idéale, celle d'un État souverain capable de faire monter les enchères entre les différentes puissances mondiales. Partie 2. L'Égypte et le Burkina Faso. Sécurité, souveraineté et nouvelles stratégies. 1. Égypte-Russie, le partenariat total et le verrou de la mer Rouge. Remontons vers le nord du continent. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, vient de confirmer publiquement le caractère stratégique et irremplaçable de la relation entre le Caire et Moscou, à l'issue de ses échanges avec son homologue Sergueï Lavrov. Si l'on creuse derrière les formules diplomatiques, on comprend qu'il ne s'agit plus seulement de contrats d'armement ou de livraison de blé, bien que l'Égypte en soit le premier importateur mondial. Il s'agit d'une vision géopolitique commune sur la sécurité maritime. Alors que la Méditerranée orientale et la mer Rouge sont devenues des poudrières mondiales, affectant directement les revenus vitaux du canal de Suez, l'Égypte voit en la Russie un partenaire stabilisateur, capable de discuter avec tous les acteurs de la région, y compris l'Iran. Le volet touristique de ce partenariat est également extrêmement révélateur. L'ouverture annoncée de nouvelles liaisons aériennes directes vers El Alamein et Alexandrie n'est pas qu'une question de vacances. L'Égypte démontre sa volonté de diversifier massivement sa clientèle touristique et de ne plus dépendre des humeurs ou des crises économiques de l'Europe de l'Ouest. Le tourisme, principale source de devises du pays, est ici utilisé comme un véritable outil de diplomatie économique de contournement. « 2. Burkina Faso, la mutation radicale de la guerre contre le terrorisme. Pendant ce temps, au cœur du Sahel, le Burkina Faso est en train d'écrire une nouvelle page de la doctrine militaire africaine. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait une déclaration fondatrice, le passage à un changement total de manœuvre sur le terrain. Le constat établi par les autorités de Ouagadougou est lucide et implacable. Depuis plus de 10 ans, les stratégies classiques, souvent calquées sur des modèles occidentaux ou menées sous la tutelle de forces étrangères, ont échoué à endiguer la menace. Pire, les groupes armés terroristes avaient eu le temps de s'installer durablement, sanctuarisant des territoires entiers et construisant même des bases logistiques en dur, avec du fer et du ciment. La réponse du Burkina Faso en ce début 2026 est une guerre de souveraineté intégrale. La nouvelle stratégie repose sur une pénétration extrêmement violente et foudroyante des zones autrefois jugées inaccessibles.
À cela s'ajoute une phase tactique de fermeture totale et hermétique des frontières ciblées pour stopper net les chaînes d'approvisionnement et les infiltrations de combattants transfrontaliers. C'est une guerre d'usure, totale et asymétrique, qui est en train de tourner en faveur des forces armées nationales burkinabais. Ce succès s'explique par l'acquisition de nouveaux outils tactiques, notamment une flotte de drones de combat de dernière génération, et l'appui de partenariats techniques et de renseignements étrangers, choisis cette fois-ci par Ouagadougou, avec une flexibilité et une efficacité redoutables, loin des lourdeurs bureaucratiques du passé. Partie 3. Réforme constitutionnelle. Résilience économique et intégration panafricaine. 1. Cameroun, le verrou de la vice-présidence et la stabilité sous-régionale. Tournons-nous vers l'Afrique centrale, avec une manœuvre politique majeure à Yaoundé. L'introduction du poste de vice-président de la République au Cameroun est une réforme de structure profonde qui redessine l'avenir du pays. En modifiant l'ordre de succession au sommet de l'État, le pouvoir en place cherche à cadenasser la stabilité institutionnelle. Désormais, le vice-président devient le successeur constitutionnel immédiat et automatique. Cela permet d'éviter la période de flottement dangereuse, les luttes de clans et les incertitudes vertigineuses qui étaient liées à l'ancien système, lequel confiait l'intérim au président du Sénat avec l'obligation d'organiser des élections dans un délai très court. Dans une sous-région d'Afrique centrale souvent marquée par des transitions politiques complexes ou instables, cette réforme est une mesure de prévoyance politique majeure, destinée à rassurer les investisseurs internationaux et à prévenir toute crise institutionnelle interne. Zambie. La lutte étatique contre la vie chère. Pendant que certains pays réforment leurs institutions, d'autres gèrent l'urgence sociale absolue. C'est le cas de la Zambie. Face à une inflation importée galopante, le gouvernement de Lusaka a pris une mesure de choc. La suppression totale de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sur les carburants. Il faut analyser cette décision avec la plus grande attention. En pleine crise mondiale des prix de l'énergie, l'État zambien, qui gère par ailleurs une restructuration complexe de sa dette souveraine, fait un choix politique extrêmement lourd. Il choisit d'amputer consciemment ses propres recettes fiscales pour protéger artificiellement le pouvoir d'achat de ses citoyens. Pourquoi ? Pour éviter une explosion sociale incontrôlable. Le prix du carburant impacte directement le prix des transports, et donc le prix de la nourriture sur les marchés. Cette mesure zambienne est un exemple fascinant de gestion de crise à court terme dans une économie fragile. Sacrifier les caisses de l'État aujourd'hui pour acheter la paix sociale et éviter l'effondrement demain. Ghana, l'intégration par l'ouverture totale. Enfin, terminons notre tour du continent en Afrique de l'Ouest, avec une décision qui fera date dans l'histoire du panafricanisme. Le président ghanéen John Dramani Mahama a frappé un grand coup diplomatique et économique en instaurant une politique de « sans visa » pour l'intégralité des citoyens africains. Le contraste est saisissant. Alors que le monde entier se ferme, dresse des murs et durcit ses conditions d'accès, le Ghana choisit l'ouverture totale. C'est la mise en application la plus concrète et la plus audacieuse de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. En abolissant les frontières administratives pour ses voisins, le Ghana se positionne stratégiquement comme le futur carrefour absolu du commerce, des affaires, de la technologie et du tourisme intra-africain. C'est un pari sur l'avenir, attirer les cerveaux, les capitaux et la jeunesse de tout le continent pour faire d'Accra la capitale économique de l'Afrique de demain. Conclusion générale. Le réveil du géant africain. Pour clore cette longue analyse, que devons-nous retenir de ce panorama de l'année 2026 ? La conclusion est sans appel. Nous voyons émerger un continent africain qui refuse catégoriquement de continuer à jouer les simples spectateurs ou les variables d'ajustement de la géopolitique mondiale. À Madagascar, on ne parle plus de charité ou d'aide au développement, mais de partenariat d'affaires d'égal à égal et de souveraineté monétaire offensive. Au Burkina Faso, on ne sous-traite plus sa sécurité. On parle de reconquête territoriale totale par ses propres moyens et avec ses propres alliances.
Au Cameroun, on blinde ses institutions contre les ingérences. En Zambie, on protège son peuple face aux marchés financiers. Et au Ghana, on donne corps à l'unité continentale non plus par des discours, mais par des actes concrets. Le rapprochement stratégique avec les puissances de l'Est, visible de Madagascar à l'Égypte en passant par le Sahel, ne doit pas être analysé comme la simple substitution d'un maître par un autre. C'est une erreur de lecture occidentale. Il s'agit d'une volonté farouche d'instaurer une multipolarité réelle. L'Afrique de 2026 est une Afrique qui compare librement les offres, qui monnaie au prix fort ses ressources stratégiques, qui diversifie ses partenaires sécuritaires et qui protège avant tout ses intérêts nationaux. Le basculement n'est plus une théorie, c'est une réalité en marche. Merci d'avoir suivi ce grand dossier de décryptage sur l'info en clair. Si ce travail d'analyse vous a aidé à mieux comprendre la complexité et les enjeux de notre continent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo autour de vous. L'information est une arme redoutable, et ici, nous avons choisi de la rendre claire et accessible à tous. Prenez soin de vous, restez informés, et à très bientôt pour une nouvelle analyse géopolitique.